Merci beaucoup, merci François, merci à toutes et à tous d'être là et merci bien évidemment au conseil scientifique et comité d'organisation de la SRLF pour l'invitation. On est très heureux d'être là et merci à Mathieu. Alors, on a un temps bien limité. La question qui m'était posée, c'était la ventilation dans le domaine périopératoire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire pour améliorer la prise en charge de nos patients du bloc à la réanimation et vice-versa? Premier message, il faut absolument faire évoluer les paradigmes et faire évoluer donc les concepts. Et c'est ce que je vais essayer de vous convaincre qu'aujourd'hui, un malade qui est en réanimation au bloc opératoire, le concept en tout cas de la ventilation reste les mêmes et on peut appliquer des deux côtés. Bien évidemment, pourquoi c'est important le support ventilatoire, puisque le poumon est le premier organe défaillant dans les services de soins critiques, et bien évidemment, le support ventilatoire sera le premier utilisé, donc il faut absolument maîtriser ce que c'est un respirateur. Ça, c'est un super papier, je pense, c'est celui qu'il faut absolument lire pour les plus jeunes, qui résume les 50 dernières années concernant les avancées, essentiellement aussi bien physiopathologiques que thérapeutiques, du syndrome de stress respiratoire aigu au cours de ces 50 dernières années. Alors, brièvement, vous voyez qu'on commence par tout ce qui est barotrauma, volotrauma et biotrauma pour atterrir à ce qui est thérapeutique. Je vais aller assez vite là-dessus. C'est globalement aujourd'hui les trois thérapeutiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. C'est l'utilisation de petits volumes courants, donc c'est vraiment le concept de ventilation protectrice, associé à l'utilisation de curare à la phase initiale et de façon courte, et associé à des séances de décubitus ventral, et ce d'autant que le patient est plus grave. Donc c'est ce que vous retrouvez là. C'est vraiment la diapo qui résume aujourd'hui l'état des lieux au niveau de la prise en charge des patients extrêmement graves. Deuxième message, la dernière conférence de consensus a un intérêt majeur. C'est d'abord de faire les diagnostics plus clairs en termes de gravité sur l'hypoxie. Vous voyez que cette dernière conférence de consensus définit trois critères, des modérés, des sévères et des très mild, donc des très légers. Et ce qui est intéressant dans cette conférence de consensus, c'est l'ordonnée. Plus vous allez vers le haut, vous voyez ici, plus vous avez une thérapeutique dite agressive, agressive dans le bon terme. Et ce qu'on revoit ici, les choses à retenir, vous voyez que plus le malade sera grave ici, et plus on va avoir des techniques de type, on va augmenter la PEP, on va mettre le malade en décubitus ventral, on va utiliser des curars. L'oscillation à haute fréquence, c'est une technique qui est aujourd'hui abandonnée puisque les deux dernières études ont montré que ce n'était pas positif, voire même négatif dans l'une d'entre elles. Et puis il y a des techniques qui sont dites de sauvetage pour l'ECMO, pour certaines indications, ainsi que l'épurateur de CO2. Donc ces techniques sont en cours d'évaluation et on aura sûrement en 2018 des données qui pourront nous aider à décider. La VNI a une place extrêmement particulière, uniquement à considérer chez les patients légers ayant une hypoxémie modérée à très légère dans des situations bien particulières, comme je vais essayer de vous le montrer. Alors, ce qui est important, troisième message que je souhaite faire passer, ceci est un SDRA, et ce qui est important, le traitement du SDRA, il y a toujours deux composantes, et j'aimerais vraiment que ce message passe. Premièrement, le traitement symptomatique. On ne parle que de ça quand vous allez dans les congrès, c'est-à-dire la ventilation, les techniques, les médicaments, ainsi de suite. Mais le plus important, c'est le traitement étiologique. Vous avez beau être le meilleur, peut-être, ventilatologue du monde, si une péritonite qui doit être opérée avec un drap n'a pas été opérée, vous n'en guérirez jamais. Si la pneumopathie n'a pas les bons antibiotiques, vous ne guérirez jamais. Donc n'oubliez jamais ça dans l'interprétation. Dans les choses symptomatiques qui ont le plus évolué ces dernières années, c'est vraiment pour le son, pas terrible. Les dernières années, donc on a vu que le volume courant était l'une des choses les plus importantes qui a permis donc l'amélioration en diminuant le volume courant. Seulement, vous diminuez le volume courant, vous fermez le poumon, et pour éviter que le poumon se ferme, il faut mettre donc une pression expiratoire positive conséquente. Donc c'est le concept de ouvrir le poumon, le laisser ouvert, mais aussi limiter le barotrauma en utilisant des volumes modérés. Si on résume, qu'est-ce qui s'est passé ces 50 dernières années entre volume et PEP? Vous allez avoir une courbe où vous voyez que plus on a avancé dans le temps, et plus le volume courant a diminué, et plus la PEP a augmenté. Et on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. On pense peut-être qu'on a encore une marge de progression en termes de diminution du volume courant, puisque vous voyez que là, aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est plutôt des 6 millilitres kilo.
et des PEP entre 10 et 12 pour la plupart des patients en SDRA. Et aujourd'hui, on verra que ceci doit être étendu peut-être à des patients à sujet sain et peut-être qu'on peut aller plus loin en termes de diminution de barovolutrauma en diminuant encore plus les volumes au prix d'une certaine hypercapnie, d'une certaine acidose hypercapnique qui peut-être, on voit peut-être ici une place pour les épurateurs de CO2 pour limiter ce concept. Alors, les dernières avancées concernant les malades à poumons sains. Vaut mieux prévenir que guérir. En fait, quand vous ventilez des patients de réanimation, souvent ils ont des poumons malades, mais souvent ils peuvent avoir des poumons sains. Par contre, quand vous ventilez des patients du bloc opératoire, et ceux lorsqu'ils sont programmés, la plupart de nos patients au bloc opératoire ont plutôt des poumons qui ressemblent à ça. Et notre challenge, c'est vraiment d'éviter qu'ils deviennent comme cela des poumons avec plein de lésions. Donc c'est notre objectif d'éviter ce passage au SDRA, et le concept de ventilation très préventive, protectrice, c'est un nouveau concept important. En réanimation, tous nos patients sont à risque, comme vous le voyez ici, mais au bloc aussi. Au bloc, ici, par exemple, je vous ai pris une photo d'une greffe récente, une double greffe foie-pancréas. Et ben, qu'est-ce qu'on fait au bloc? On ne fait rien d'autre que de la réanimation, sauf que ce qui peut se passer en 24 heures, on va le faire ici en 6-8 heures. On va passer par des phases de choc hémorragique, de choc cardiogénique et de différentes situations. Et bien évidemment, le poumon est au centre de ces systèmes. Il faut également donc le protéger de façon préventive. Donc cette photo qui est assez quand même évocatrice, et le but c'est d'essayer d'avoir aucune complication et plutôt être préventif que curatif et éviter cela. Donc j'espère vous avoir convaincu qu'il faut changer le paradigme du volume courant à 10 000 kg et de PEP 0 aujourd'hui, qu'il faut aller plutôt vers des volumes bas et des PEP élevés aussi bien au bloc qu'en réanimation, et c'est ce qui est résumé ici dans cette review qu'on avait fait avec Harry Serpanetto, en tenant compte bien évidemment de la taille des patients et non pas de leur poids mesuré. Donc c'est de leur poids calculé, idéal théorique, et donc vous le calculez de cette façon, de façon assez simple, on va faire très simple, taille moins 100 pour l'homme et taille moins 110 pour la femme, et ça vous permet d'une façon très rapide, au bloc opératoire et en réanimation, d'avoir donc le calcul du volume qu'il faut administrer si vous vous calquez sur 6 millilitres kilo. Alors, tout ce que je vous ai raconté, c'est pour vous convaincre que l'anesthésie au bloc, l'AREA, l'anesthésie, tout ça, c'est la même chose. Le malade a les mêmes poumons, et d'essayer de faire les transferts des expertises et des expériences de l'un à l'autre. Et c'est pour ça qu'on a développé ce concept de Positive Peroperative Protective Ventilation, qu'on a appelé avec mon ami et camarade Emmanuel Futier la POP ventilation. Et cette POP ventilation, c'est quoi? C'est le maintien de la pression positive et qui permet de maintenir le poumon tout au long des procédures, aussi bien chirurgicales que la procédure de l'anesthésie qui commence bien avant et qui se continue bien après la chirurgie. C'est pour ça qu'on aime bien rappeler que nous, anesthésistes réanimateurs, on vient avant le chirurgien et qu'on part après lui. Ça, c'est important de le rappeler. Et vous voyez ici, donc l'idée, c'est toujours d'assurer une pression positive dès le début de la préoxygénation jusqu'à la période de l'extubation post-opératoire. Juste quelques chiffres, il faut le savoir. Il y a 300 millions d'anesthésie générale dans le monde, 10 millions d'anesthésie générale en France. Donc ça veut dire que tous, ici dans la salle, on aura un jour ou l'autre affaire à un anesthésiste au bloc opératoire. Et donc on aimerait bien qu'il nous ventile bien nos poumons et jusque-là. Ça, c'était juste pour dire, à Montpellier, on a 40 000 anesthésies générales. Et bien évidemment, heureusement, toutes ne passent pas en réa, mais dans certaines spécialités, on peut aller de 1% jusqu'à 25% dans les situations critiques, les patients pris en urgence, lorsqu'ils sont morbides, on peut aller jusqu'à 25% de ces patients qui vont aller en réa en post-extubation. Cette étude, qui est une étude internationale, européenne essentiellement, EUSOS, s'est intéressée à la morbidité, mortalité de l'acte chirurgical associé à l'anesthésie générale. Et vous voyez que lorsqu'on prend la mortalité globale tout venant, elle est de 4%, ce qui est énorme. Et le deuxième message, c'est que ça peut varier d'un facteur 1 à 20 entre les pays du sud et les pays du nord de l'Europe. Ici, le référentiel est 1, puisque c'était une étude coordonnée par nos camarades d'Angleterre. Et vous voyez que ça peut aller à x10 et à moins 0,1 lorsqu'on va vers le nord. C'est toujours les premiers de la classe, vous l'avez bien compris. Donc c'est très important de voir qu'il y a une grosse variabilité entre les pays et que probablement l'impact de l'anesthésiste est majeur. Et d'ailleurs, vous le voyez dans ce travail de l'équipe de Kerman, lorsqu'un patient développe une insuffisance respiratoire aiguë après la chirurgie, le risque de décès est de 16%, alors que lorsqu'il développe, il ne développe pas, le risque de décès est de 0,3%.
Donc sur quoi est-ce qu'on peut intervenir probablement? C'est sur la ventilation. Donc ce concept de POP, c'est dès le début commencer à préoxygéner le patient en VNI, assurer une ventilation protectrice en péropératoire, mais continuer en post-opératoire à assurer une ventilation prophylactique chez certains patients qui peuvent en bénéficier. Alors, le rationnel pour la préoxygénation, c'est, vous savez, dès que vous endormez un malade, vous avez des atelectasies qui apparaissent, rien que de le mettre en décubitus dorsal et induire une anesthésie générale. Une façon de diminuer ces atelectasies, c'est de prévenir en maintenant le poumon vert en utilisant une CPAP. Donc une pression positive de 6 cm peut suffire pour maintenir ces poumons ouverts. Vous voyez ici. Donc c'est une technique simple et donc vous avez moins d'amputation des volumes pulmonaires, moins de dérecrutement et donc moins d'hypoxie. Et donc en mettant cette pression positive, vous augmentez la réserve d'oxygène. C'est ce qu'on a montré dans ce travail chez des patients obèses qui sont pris comme modèle de réduction des volumes pulmonaires au cours de l'anesthésie générale. En faisant de la CPAP en préoxygénation, on améliorait ici la fraction expirée d'oxygène qui était pris comme un marqueur de la réserve en oxygène, donc ce qui permettait, en cas d'intubation difficile, d'avoir plus de temps, non pas avoir 1 ou 2 minutes, mais peut-être monter jusqu'à 3-4 minutes dans ce travail. Ceci avait été confirmé dans ce travail coordonné par Emmanuel Fuitier, donc de Clermont-Ferrand, où on avait également retrouvé les mêmes données, mais surtout qu'on pouvait aussi, immédiatement après l'intubation, puisque le poumon se dérecrutait, faire des manœuvres de recrutement, c'est-à-dire réouvrir le poumon et maintenir une PEP pour récupérer le poumon perdu. De même, en ventilation non invasive pour la préoxygénation, on a aussi fait évoluer cette technique en apportant une nouvelle technique que l'on appelle Optiniv. C'est la VNI associée à de l'Optiflow, à de l'oxygénothérapie à haut débit. L'intérêt, c'est que la VNI amène la pression positive qui ouvre le poumon et qui recrute. Et surtout, l'intérêt de l'Optiflow, qui est maintenu durant la laryngoscopie, permet d'assurer une oxygénation au cours de la procédure. Et grâce à ça, on a pu démontrer dans ce travail coordonné par Audrey De Jong que l'on pouvait améliorer la qualité de la préoxygénation en limitant ici les désaturations. Vous voyez ici, c'est les différentes phases de l'intubation. Et là, c'est la valeur la plus basse. Et ça, c'est la saturation. Vous voyez qu'on arrive à améliorer ici donc les désaturations en faisant les deux techniques associées. C'est quelque chose qui est tout nouveau et qui vraiment nous met dans des meilleures conditions. En péropératoire, vous savez que la ventilation a deux objectifs, assurer les échanges gazeux, mais les nouveaux concepts, c'est aussi d'assurer la protection du poumon et donc de limiter les complications barotraumatiques en optimisant les réglages ventilatoires. Alors, les réglages ventilatoires, on n'a appliqué rien d'autre que le concept de ventilation protectrice, et dans ce travail que l'on a coordonné avec Emmanuel Fuitier, donc je remercie à toutes les équipes qui ont participé à ce travail, qui a permis de montrer qu'une ventilation dite protectrice en chirurgie abdominale chez des patients à risque, qui est associée à un volume abaissé de l'ordre de, je vais vous donner un petit message, rappelez-vous 7,7, 7 ml/kg, PEP 7. Donc c'est facile à se rappeler comme ça, parce que ça allait de 6 à 8. Et vous voyez qu'en faisant ça, en comparant à ce qui était à la période de l'étude, le standard of care en France, c'est-à-dire des volumes courants plutôt entre 10 et 11 ml, et pas l'utilisation de PEP, ça permettait de réduire ici les complications post-opératoires de 28 à 11% durant la première semaine. Ce qui est quand même intéressant puisque ce travail est un des premiers qui montre que le chirurgien, c'est très bien. Quand vous allez vous faire opérer, demandez un bon chirurgien, c'est majeur. Mais attention, à partir de maintenant, demandez un bon anesthésiste puisqu'on montre pour la première fois que l'anesthésiste réanimateur a un impact sur la morbidité post-opératoire. C'est majeur comme résultat et c'est reproduit également sur l'hémodynamique. Donc les choses ont vraiment beaucoup évolué ces derniers temps. Au même moment, on avait aussi une étude européenne, il me reste 1 minute, qui malheureusement ne montrait pas la même chose, mais cette étude n'était pas une étude qui comparait ventilation protectrice, elle comparait tout simplement PEP haute, PEP basse, puisque dans ce travail, c'était des PEP plutôt de 12 cm à des PEP de l'ordre de 2 cm. Donc la PEP seule ne suffit pas, probablement, il faut assez deux. Ce travail en chirurgie abdominale est reproduit en chirurgie thoracique. On a coordonné ce travail avec Emmanuel Marais, et ce papier est accepté tout récemment dans l'European Journal of Anesthesiology, qui montrait aussi une baisse significative des complications. Alors, en post-opératoire, ça c'est les complications péropératoires. Il me reste 1 minute, Mathieu, c'est ça, tu as dit 10 secondes, j'ai pas le choix. Donc ça, c'était pour dire que la VNI, c'est bien. En post-op, donc ça, c'est ce qu'on avait montré que c'était bien. Et puis, je vais essayer d'aller à la conclusion, parce qu'il me reste 10 secondes.